Il y avait des centaines de patients dans ma carrière. Des centaines de mains tenues, des centaines de nuits à côté de quelqu'un qui partait. Mais cet homme-là, à 92 ans, dans ses derniers souffles, m'a dit une phrase que je n'avais jamais entendue en 38 ans de métier. Je m'appelle Yvonne, j'ai 74 ans, et je pleure encore aujourd'hui quand j'y pense, non pas de tristesse, mais de quelque chose que je n'ai toujours pas trouvé le mot juste pour nommer. Je vais vous parler de ma vie d'infirmière parce que cette histoire n'a de sens que si vous comprenez ce que c'est que de passer des décennies à accompagner des gens aux moments les plus intimes et les plus vulnérables de leur existence. Ce métier, on ne le choisit pas vraiment par accident. Il y a toujours quelque chose en soi qui l'a cherché, même quand on ne le savait pas encore. Pour moi, c'était une certaine façon d'être avec les gens dans la difficulté, une capacité à rester calme là où d'autres ressentaient le besoin de fuir ou de remplir le silence, que j'avais toujours eu naturellement et qui a trouvé dans ce métier son expression la plus juste. J'ai commencé à travailler à l'hôpital en 1972, j'avais 22 ans, fraîchement diplômée, avec cette combinaison particulière d'enthousiasme et de naïveté que les premières années dans les soins finissent toujours par transformer en quelque chose de plus nuancé et de plus résistant. J'ai travaillé dans plusieurs services au fil des années, la chirurgie d'abord, puis la médecine interne, puis les soins palliatifs à partir de 1991, et c'est dans ce dernier service que j'ai passé les 19 dernières années de ma carrière avant de prendre ma retraite en 2010. Les soins palliatifs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service où on accompagne les gens qui vont mourir, pas vers la guérison mais vers la fin, avec le plus de dignité et le moins de souffrance possible. C'est un travail qui exige quelque chose de particulier, une façon d'être présent sans s'effondrer, d'aimer sans s'attacher au point où chaque perte devient insupportable, de reconnaître l'humanité de chaque personne qui passe dans vos mains sans perdre de vue que vous ne pouvez pas les sauver toutes ni même les sauver du tout. J'ai vu mourir beaucoup de gens. Je ne dis pas ça pour impressionner ni pour me plaindre. Je le dis parce que c'est la réalité du métier, et parce que comprendre cette réalité est nécessaire pour comprendre pourquoi cet homme en particulier m'a marqué d'une façon que personne avant lui n'avait fait. Il s'appelait Gaston. Il avait 92 ans quand il est arrivé dans notre service, envoyé par son médecin traitant avec un diagnostic de cancer du poumon au stade terminal et une espérance de vie estimée entre 2 semaines et 1 mois. Il était seul, ou presque. Un neveu vivait dans la même ville mais avait une vie chargée et venait 2 ou 3 fois par semaine, des visites courtes et polies où on voyait que le jeune homme faisait de son mieux mais ne savait pas très bien comment être dans ce type de situation. Gaston n'avait pas d'enfant. Sa femme était morte depuis 15 ans. Il avait des voisins qui avaient d'envoyer une carte et des connaissances qui appelaient parfois, mais dans la réalité quotidienne des jours et des nuits dans cette chambre, il était dans une solitude qui n'avait rien de provisoire. Ce qui m'avait frappé dès les premiers jours, c'était sa façon d'être avec nous, le personnel soignant. Il y a des patients qui vous traitent comme des prestataires de services, ce qui est compréhensible et ne me dérangeait jamais vraiment, d'autres qui s'accrochent à vous d'une façon qui vient de la peur et qui demande une certaine gestion émotionnelle, d'autres encore qui se referment et qu'il faut apprivoiser doucement. Gaston était différent. Il avait cette façon de vous regarder quand vous entriez dans sa chambre comme si votre arrivée lui faisait un bien réel, pas le bien du médicament ou du soin, mais le bien d'une présence humaine qu'il recevait avec une gratitude discrète et sincère. Il ne le disait pas en mots au début. Il le montrait dans sa façon de se redresser légèrement quand quelqu'un entrait, dans sa façon d'écouter quand on lui parlait, même de choses banales, même des informations médicales ordinaires, avec une attention entière qui donnait l'impression qu'on lui offrait quelque chose de précieux. J'avais pris l'habitude de passer chez lui un peu plus longtemps que le temps strictement nécessaire aux soins. Dans notre service, on encourageait ça, la direction le comprenait et le valorisait, cette idée que le soin ne s'arrête pas au corps et que quelques minutes de présence humaine réelle peuvent changer la texture d'une journée pour quelqu'un qui en a peu devant lui. Avec Gaston, ces minutes supplémentaires étaient devenues pour moi quelque chose que j'attendais sans me l'avouer. Il parlait bien, il avait une mémoire précise et une façon d'organiser ses souvenirs qui en faisait un narrateur naturel, et dans les premières semaines il m'a raconté des pans de sa vie avec une franchise et une sérénité qui m'avaient étonné. Il avait été ébéniste, ce qui expliquait ses mains, de grandes mains larges aux doigts épais et aux articulations marquées par des décennies de travail du bois, des mains qui ne correspondaient pas du tout à la légèreté de sa voix et à la délicatesse de ce qu'il exprimait. Il avait aimé son métier d'un amour simple et total, cette façon qu'il avait d'en parler, avec une précision dans les détails et une satisfaction évidente dans les souvenirs, me disait quelque chose sur la chance qu'il avait eue de trouver tôt ce qui lui convenait et de ne jamais en partir.
Sa femme Renée s'était occupée de l'administratif et de la partie commerciale de leur petit atelier pendant des années. Ils avaient formé un de ces binômes où chacun fait ce que l'autre ne sait pas faire et où l'ensemble est plus solide que la somme des parties. Renée était morte d'un arrêt cardiaque en 2006, brutalement, en faisant les courses un matin de février. Il me l'a raconté un après-midi avec une voix égale qui me montrait non pas qu'il n'en avait pas souffert mais qu'il avait eu 15 ans pour apprendre à vivre avec cette absence sans que ça l'écrase. Il m'a dit une chose ce jour-là que j'ai notée dans ma tête parce qu'elle me semblait juste et difficile à formuler avec cette précision. Il m'a dit que le deuil ne s'achève pas, il s'approfondit. Pas qu'on souffre de plus en plus, mais qu'on comprend de mieux en mieux ce qu'on a perdu, et que cette compréhension plus fine peut faire plus mal et consoler mieux en même temps. Avant que je continue, je vais m'arrêter une seconde, parce que je me demande ce que vous pensez d'une chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est peut-être le moment, et un petit pouce en l'air m'aide à partager ce témoignage plus loin. Et dites-moi dans les commentaires ce qui vous touche le plus dans ce que vous venez d'entendre sur Gaston. Si vous pensez que ce qui l'a rendu si particulier c'était sa façon d'accueillir les autres, écrivez « accueil », et si vous pensez que c'était sa façon d'avoir digéré sa propre vie, écrivez « paix ». Je suis vraiment curieuse de savoir ce qui résonne le plus en vous. Les semaines ont passé et Gaston s'est affaibli progressivement, comme cela se passe toujours avec ce type de maladie, par paliers, avec des jours où il semblait presque stable et des jours où quelque chose avait clairement cédé un peu plus. Les conversations sont devenues plus courtes parce que l'effort de parler lui demandait de l'énergie qu'il avait de moins en moins disponible, mais elles n'ont jamais perdu leur qualité particulière. Même quand il ne disait que quelques phrases, ces phrases avaient un poids et une précision qui montraient que sa clarté mentale était restée intacte là où son corps continuait de s'effacer. Il y avait une chose qu'il me demandait régulièrement pendant cette période, une chose que certains patients demandent et que d'autres n'osent pas formuler. Il me demandait de lui décrire ce qu'il y avait par la fenêtre. Sa chambre donnait sur un petit espace vert à l'arrière de l'hôpital, quelques arbres, un banc, une partie du ciel. Depuis son lit, selon l'angle et selon sa force du jour, il ne voyait pas toujours bien, et il aimait que je lui dise ce que je voyais. Si les arbres avaient leurs feuilles ce jour-là ou si elles avaient commencé à tomber, si le ciel était dégagé ou couvert, si quelqu'un était assis sur le banc. Ce n'était pas de la curiosité ordinaire. C'était une façon de maintenir un contact avec le monde extérieur, avec la continuité des saisons et des jours, au moment où sa propre vie se rétrécissait vers un point final. Je décrivais ce que je voyais avec le plus de détails possible, parce que j'avais compris que les détails étaient ce qu'il cherchait, pas le résumé mais la texture. Je lui disais que les marronniers avaient commencé à jaunir sur les bords mais que le centre des feuilles était encore vert, ou que le ciel avait cette couleur gris clair particulière des journées d'automne quand il fait doux malgré le gris, ou que deux moineaux s'étaient disputés quelque chose sur le banc. Et il écoutait ça avec une expression de quelqu'un qui boit quelque chose dont il avait soif, les yeux mi-clos, les traits détendus d'une façon qu'il n'était pas toujours dans les moments difficiles. La nuit dont je veux vous parler, la nuit de la phrase, c'était un mardi de novembre. J'étais de garde, j'avais fait le tour des chambres en début de nuit et Gaston était éveillé, ce qui m'avait semblé normal puisque les nuits dans les dernières semaines étaient souvent difficiles pour lui. Mais il y avait quelque chose ce soir-là dans sa façon d'être éveillé qui était différent des autres nuits d'insomnie. Une qualité d'alerte, presque, une présence dans ses yeux qui contrastait avec l'état général du corps qui était clairement entré dans les dernières étapes. Je me suis assise à côté de son lit. Je lui ai tenu la main, ce qui était devenu naturel entre nous depuis des semaines. Je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose, si quelque chose lui faisait mal. Il a secoué la tête légèrement. Sa respiration était laborieuse mais régulière. Nous sommes restés dans le silence un moment, et dans ce service-là on apprend que le silence partagé n'est pas un vide, c'est souvent l'espace où les choses les plus importantes ont lieu. Et puis il a tourné la tête vers moi, avec un effort visible, et il m'a regardé d'une façon qui m'a traversé avant même qu'il parle, ce regard-là que j'ai connu quelquefois seulement en 38 ans de métier, le regard de quelqu'un qui est en train de rassembler ses dernières forces non pas pour résister à ce qui vient mais pour dire quelque chose qu'il juge essentiel de dire avant que l'occasion ne soit passée. Il a dit, avec cette voix réduite des fins de vie mais avec une articulation qui cherchait la précision malgré tout, « Je voudrais que vous sachiez que vous m'avez rendu ma dignité. » J'ai arrêté de respirer pendant quelques secondes. Pas de façon dramatique. Juste ce type de pause que certaines phrases provoquent en vous parce qu'elles touchent quelque chose qu'on ne savait pas exposer. Il a continué,
lentement, avec les pauses que sa respiration lui imposait. Il m'a dit que depuis qu'il était dans ce service, depuis que j'avais commencé à venir le voir un peu plus longtemps que nécessaire, à lui demander ce qui lui avait plu dans sa vie et pas seulement si ses douleurs étaient gérées, à lui décrire les arbres et le ciel par la fenêtre, il avait cessé de se sentir comme quelqu'un qui disparaissait et recommençait à se sentir comme quelqu'un qui existait encore. Il m'a dit, et je vais essayer de reproduire ces mots aussi fidèlement que ma mémoire me le permet après toutes ces années, on a peur de mourir oublié. Vous ne m'avez pas laissé oublier que j'étais encore là. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas quoi dire, et dans ce métier on apprend assez vite que les moments qui demandent un silence prolongé sont ceux où les mots ordinaires feraient moins que le silence. Je lui ai serré la main un peu plus fort, et il a fermé les yeux, et je suis restée là encore un long moment. Il est parti dans la nuit, quelques heures après cette conversation. Pas seule, j'étais là, comme je l'avais été pour beaucoup d'autres, à tenir quelque chose, à être présente dans ce passage qu'on fait tous un jour et qui est peut-être moins solitaire qu'on le croit si quelqu'un accepte de le partager. Ce qui s'est passé en moi après cette nuit-là, et dans les jours qui ont suivi, c'est quelque chose que je n'avais pas tout à fait anticipé. Pourtant j'avais assez d'années de métier pour comprendre que les patients qui nous marquent le plus sont rarement ceux qu'on a le plus aidés médicalement. C'est ceux qui nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes, quelque chose qu'on n'aurait pas cherché et qu'on n'aurait pas trouvé sans eux. Ce que Gaston m'a appris cette nuit-là, c'est que la chose que j'avais faite pour lui, décrire les arbres, poser des questions sur sa vie, m'asseoir un peu plus longtemps que nécessaire, ce n'était pas du soin supplémentaire au sens où je l'entendais habituellement. C'était le soin lui-même. Ce que les familles stressées et les protocoles et les formulaires à remplir et les rotations de personnel et toute l'infrastructure de la médecine moderne ont tendance à faire passer au second plan parce que ça ne se mesure pas et ne se facture pas, c'est peut-être ce dont les gens ont le plus besoin quand ils arrivent à la fin. Pas qu'on leur explique leurs droits ou leurs options thérapeutiques. Qu'on leur confirme qu'ils sont encore réels, qu'ils comptent encore, que leur présence dans le monde a eu et continue d'avoir une signification qui n'est pas uniquement médicale. J'avais su ça intuitivement, je l'avais pratiqué pendant des années sans le formuler clairement. Gaston me l'a dit avec ses mots à lui, avec une précision que cette phrase sur la dignité contenait, et cette précision m'a frappée d'une façon que l'intuition seule n'aurait pas pu faire. Je suis à la retraite depuis maintenant 14 ans. Je n'ai plus de patients, je n'ai plus de garde de nuit, je n'ai plus cette structure qui pendant 38 ans avait organisé mes jours et mes semaines. Et parfois, dans le silence de mes matinées actuelles, je pense à tout ce que j'ai accompagné, tous ces visages, ces mains, ces voix, cette quantité d'humanité qui a traversé mes journées de travail et qui a laissé ses traces dans ce que je suis. Je pense à Gaston plus souvent que je ne le devrais peut-être pour quelqu'un qui s'appelle la retraite sereine. Pas avec tristesse, comme je vous l'ai dit au début. Avec quelque chose qui ressemble à de la reconnaissance. Il m'a offert, dans ces dernières heures, quelque chose d'assez rare dans un métier qui peut devenir routinier si on n'y fait pas attention, il m'a montré clairement et sans équivoque que ce que je faisais chaque jour avait un sens que je n'aurais pas su mesurer de l'intérieur. Ce que je voudrais vous dire ce soir, si vous travaillez dans les soins ou si vous accompagnez un proche malade ou vieillissant, c'est ceci. Les choses qui semblent petites ne le sont pas restées 5 minutes de plus. Demandez ce que la personne aimait dans sa vie avant d'être malade. Décrire ce qu'il y a par la fenêtre quand elle ne peut plus voir clairement. Apprendre son prénom et l'utiliser, pas pour être familier mais parce qu'un prénom dit à voix haute dans une chambre d'hôpital dit à quelqu'un qu'il est encore une personne et pas seulement un lit avec un numéro. Ces gestes-là ne figurent dans aucun protocole et ne prennent pas de place dans un rapport médical, mais ils font quelque chose que les protocoles et les rapports ne peuvent pas faire. Et si vous n'êtes pas soignant, si vous avez simplement quelqu'un dans votre entourage qui approche de la fin de sa vie, ou qui est simplement très vieux et seul, rappelez-vous ce que Gaston m'a dit cette nuit de novembre. On a peur de mourir oublié. Ce n'est pas un sentiment propre aux mourants, c'est un sentiment humain très ordinaire qui devient plus urgent quand le temps se resserre. Vous ne pouvez peut-être pas faire grand-chose contre la maladie ou contre l'âge, mais vous pouvez faire quelque chose contre ça. Vous pouvez être là. Vraiment là. Et parfois c'est suffisant, et parfois c'est même plus que suffisant. Je m'appelle Yvonne, j'ai 74 ans, j'ai passé 38 ans à tenir des mains au bord du départ, et un homme de 92 ans m'a appris dans ses derniers souffles quelque chose que toutes ces années n'avaient pas réussi à me dire avec cette clarté-là. Si cette histoire vous a touché quelque part, un pouce en l'air m'aide vraiment à la faire connaître à d'autres soignants,
à d'autres familles, à d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ce que Gaston m'a dit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, restez avec nous, parce qu'il y a d'autres témoignages à partager qui méritent d'être entendus. Il y a aussi une autre vidéo ici que je vous recommande. Elle parle d'une femme de 97 ans qui a accompagné 4 membres de sa famille à travers Alzheimer et qui révèle ce que personne ne vous dit vraiment sur cette maladie, ce que les malades ressentent encore quand la mémoire s'en va. Une histoire qui prolonge ce que je viens de vous raconter sur la dignité et la présence d'une façon qui je crois vous touchera. Prenez soin de vous et des gens autour de vous qui ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils sont encore là. Yvonne.